Rebonjour à tous. Investir dans les entreprises stratégiques et innovantes, tel est le titre de cette 7e et avant-dernière table ronde qui intéresse beaucoup d'entre vous. Mais tout de suite, pour introduire le sujet, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Monsieur Joël Barre, délégué général pour l'armement. Bien, bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, spectateurs, je ne sais pas comment il faut dire, de ce Forum Innovation de Défense. Je suis très heureux de pouvoir introduire effectivement cette table ronde sur un thème qui évidemment nous est cher à nous, la DGA, c'est-à-dire les entreprises stratégiques et innovantes. Alors vous savez que nous avons notre propre jargon pour qualifier l'ensemble de notre tissu industriel et nous appelons cela la base industrielle et technologique de défense. Depuis des années, depuis des décennies, l'une des missions de la DGA, c'est bien entendu d'assurer la pérennité, la performance de cette base industrielle et technologique de défense qui est indispensable pour assurer notre mission qui consiste à équiper nos forces de manière souveraine et de manière, encore une fois, performante en termes de capacité à répondre aux besoins, en termes de délai de livraison des matériels et en termes, bien entendu, de prix que nous consacrons à cette capacité. Donc cette base industrielle et technologique de défense, elle est indispensable, encore une fois, à nos armées. Elle représente également un enjeu économique substantiel, puisque la base industrielle et technologique de défense en France, c'est quelque chose comme 200 000 emplois qui sont répartis sur l'ensemble de notre territoire national, dans l'ensemble de nos régions. C'est un levier économique important dans notre politique d'exportation. C'est évidemment un des secteurs qui sont largement positifs sur la balance extérieure de la France. C'est un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 22 milliards d'euros, ce qui est quand même effectivement conséquent. Et donc nous sommes au sein du ministère des Armées, donc nous sommes vis-à-vis de cette base industrielle et technologique de défense, le premier investisseur public en France. D'ailleurs, le budget de la défense 2021, qui est actuellement en cours de discussion au Parlement, consacre évidemment la trajectoire de montée en investissement en matière de défense que prévoit notre loi de programmation militaire 1925. Nous avons en 2021 une augmentation de l'ordre de près de 5% par rapport à l'année 2020. Cette augmentation annuelle, vous le savez, c'est celle que nous suivons depuis déjà presque 5 ans, 4 ans exactement sans doute, depuis le budget 2018. Et cela représentera par exemple en 2021 22 milliards d'investissements. Donc 22 milliards d'investissements qui sont là pour justement assurer la performance, la pérennité de notre base industrielle et technologique de défense. Alors pour ce soutien, nous avons besoin donc de crédit, je viens de le dire, nous avons aussi besoin d'innovation. Et c'est là que ça rejoint évidemment le débat auquel vous allez assister dans quelques instants. L'innovation est évidemment nécessaire pour conserver l'avance technologique qui doit permettre à nos armées la supériorité opérationnelle dont elles ont besoin. Cette innovation de défense, vous le savez maintenant si vous avez écouté les débats de ce forum innovation depuis déjà quelques 48 heures. Vous savez que maintenant c'est à l'Agence d'innovation de défense qui a été créée il y a 2 ans de piloter notre politique de recherche, de technologie, d'innovation au sein de notre ministère et en particulier de permettre aux entreprises innovantes, d'où qu'elles viennent, du tissu industriel de défense, mais aussi d'ailleurs, de leur permettre donc d'appréhender, d'accéder à nos différents dispositifs de soutien et à l'innovation, afin de mieux encore capter les capacités d'innovation qui peuvent survenir en dehors de notre écosystème naturel, dans le domaine civil, dans le domaine dual, et donc de les intégrer plus rapidement dans nos programmes d'armement. Alors la table ronde à laquelle vous allez maintenant assister va se pencher plus particulièrement sur le volet que je qualifierais de financier de cette politique de soutien à l'innovation. Pour certaines entreprises, j'imagine dans le secteur civil, dans le secteur un peu trop éloigné de notre milieu de la défense, nous représentons sans doute quelque chose un peu inconnu, un peu mystérieux.
La défense est un marché particulier, évidemment, elle répond à des enjeux de souveraineté. Ce sont des programmes à cycle long que nous cherchons à raccourcir, à rendre plus agiles, plus réactifs. Mais il faut quand même du temps pour les réaliser. Nous savons également affaire dans le domaine de l'investissement à ce que certains ont appelé une certaine frilosité croissante de nos banquiers face effectivement à la recherche d'investissement. Il y a eu déjà quelques échos dans la presse tout récemment, j'y ai d'ailleurs moi-même, je crois, contribué. Donc effectivement, c'est un secteur qui mérite, ce secteur de l'investissement, une attention particulière, mais aussi des actions particulières. C'est pour cela que notre ministère, donc, nous nous sommes dotés avec, dès 2017 du fonds DEFINVEST, qui est là pour soutenir en particulier nos entreprises stratégiques, nos entreprises critiques, celles dont nous considérons qu'il faut absolument que nous conservions la maîtrise, la souveraineté pleine et entière. La ministre, je crois, Madame la ministre, a annoncé déjà lors de votre fonds, ça devait être hier ou avant-hier, le lancement désormais du fonds d'innovation de défense qui, lui, va adresser les entreprises innovantes, c'est-à-dire les entreprises qui présentent des possibilités de rupture technologique ou d'investissements de nature entièrement nouvelle qui permettront de, encore une fois, renforcer nos capacités livrées à nos armées. Donc c'est ce débat que vous allez maintenant avoir au sein de votre table ronde, messieurs, ici présents. Donc je vous en remercie, je vous souhaite évidemment des échanges fructueux. Je crois que le thème que vous allez aborder, comme je viens d'essayer de le résumer rapidement, est un thème important. Donc, bonne table ronde et surtout bon digital forum d'innovation de défense à tous les participants. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Monsieur Barre pour cette introduction. Alors effectivement, la finance et la défense, deux mots qui riment et qui finalement ne se côtoient pas toujours si facilement. Imaginez deux frères, l'un travaille à la défense, l'autre travaille dans la défense. Celui de la défense travaille dans la finance et celui dans la défense travaille dans un secteur d'innovation qui intéresse beaucoup la défense, mais je ne peux pas dire lequel, c'est secret défense. Celui de la défense cherche en permanence des start-up ou des PME sur lesquelles investir. Celui dans la défense cherche de la finance pour que sa PME, sa start-up puisse continuer à se développer. Alors jusque-là, vous allez me dire, tout se présente bien. Vous imaginez certainement que celui de la défense va venir financer celui dans la défense. Eh bien non, pas forcément. Justement, ce serait trop facile que celui de la défense aide celui dans la défense. Car celui de la défense rechigne à mettre ses sous dans la défense, même s'il s'en défend. Alors que celui dans la défense aimerait bien que celui de la défense dépense vers la défense. Alors pour sa défense, celui de la défense se fend de considérations éthiques, alors que celui dans la défense lui répond « Mais si toi, de la défense, tu ne m'aides pas, moi, dans la défense, qui va donc te défendre, toi, sans défense ?» Bref, ils ont tout pour s'entendre, mais ils ne s'entendent pas à leur corps défendant. Mais alors, si ceux de la défense ne finance pas ceux dans la défense, comment la défense peut-elle innover et défendre notre futur? Comment mieux investir dans les entreprises innovantes et les entreprises stratégiques? Comment la défense elle-même sait-elle financer ceux qui viennent développer à ses côtés? Alors c'est précisément l'objet de cette table ronde et c'est maintenant François Matins du Groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre, le GICAT, qui va maintenant mener les débats. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans la zone de discussion interactive sur la droite de votre écran. Voilà François, un sujet qui ouvre de multiples questions. Merci beaucoup Vincent pour cette introduction. Et en effet, c'est un sujet qui recoupe énormément de thématiques variées, d'où un plateau très varié également ce matin. Je vais vous les présenter rapidement. Donc à ma droite, l'ingénieur général Patrick Aufort, directeur adjoint de l'Agence Innovation Défense. David Lenoble, sous-directeur au PME à la Délégation Générale pour l'Armement. Et à ma gauche, Nicolas Berdou, donc expert défense à BPI France. Jean-François Morizur, CEO de K-Labs, qui nous présentera tout à l'heure ses activités, et Xavier Lazarus, CEO du fonds d'investissement Elaya Partners.
Donc dans la lignée de l'introduction très claire que vient de nous faire Vincent, et ce qu'on vient entendre tout à l'heure avec Monsieur Joël Barre, on a vu que l'innovation était là pour capter, que la défense était là pour capter l'innovation, mais également une logique de capter du financement. La crise actuelle, on l'a vu, a mis en exergue que la défense pouvait être une valeur refuge. Le budget de la défense est conséquent et on l'a vu avec une loi de programmation militaire qui permet d'avoir des budgets importants pour innover pour nos armées. Mais est-ce suffisant ? De quel financement parle-t-on finalement ? Quels sont les outils qui permettent de financer cette défense pour nos armées ? Quelle relation existe-t-il entre les fonds d'investissement et les entreprises de la défense ? On perçoit parfois une réticence qu'il peut y avoir, voire une résistance, alors que la plupart du temps, les startups et les PME de défense sont extrêmement innovantes. Au final, l'idée de cette table ronde, ce sera de comprendre en quoi les financements des entreprises stratégiques sont-elles tellement spécifiques pour investir auprès d'investisseurs, donc soit publics ou privés. Et donc je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat sur une première question que je m'adresse à vous, David Lenoble. Est-ce qu'il y a vraiment une frilosité à investir dans le secteur de la défense ? Alors je dirais que la réponse est plus nuancée en fait. Oui, il y a une frilosité puisqu'on l'entend d'ailleurs dans la presse et le délégué général pour l'armement l'a rappelé, c'est un secteur qui est difficile à connaître, pour lequel on a des a priori, on pense qu'il est fermé, et on a du mal à évaluer les risques. En fait, dans la réalité, c'est pour ça que je parle de nuances, beaucoup d'entreprises qui ont ouvert leur capital ont trouvé des fonds d'investissement. C'est donc, quelle que soit leur taille, qu'il y a quand même des investisseurs qui prennent des risques et qui investissent dans ces entreprises. En revanche, c'est vrai que, il faut s'entourer des bons experts pour arriver à analyser correctement quelles sont les conséquences liées à ce secteur. Mais je dirais que c'est propre à tous les secteurs. Ce dont on entend parler, notamment vis-à-vis du financement des banques, puisque là c'est un sujet qui arrive dans l'actualité, effectivement pour un investisseur, voir que le secteur bancaire est lui plutôt frileux, voire même opposé pour soutenir le développement d'une entreprise, l'investisseur va se dire qu'il va avoir du mal à investir dans cette entreprise puisqu'elle va avoir des freins à son développement. Il y a aussi évidemment des freins liés aux réglementations, on pense notamment à l'export ou aux réglementations RSE, qui font que ces entreprises-là du secteur de la défense ont du mal à se développer. Maintenant, c'est ce que je disais, dans la nuance, je considère, et je le vois, que les investisseurs qui ont les bons experts, qui font une analyse rigoureuse du secteur, viennent dans ces entreprises, notamment parce qu'elles ne sont pas 100% défense, ou très très rarement. La plupart sont surtout duales, elles ont d'ailleurs une part de marché civil prépondérante. Et là, le délégué l'a rappelé, on le voit en période de crise, le secteur défense peut être un secteur, un marché, qui est plus robuste, qui est contraire au cycle et qui donc va permettre au contraire à ces entreprises de résister à des changements de cycle ou à des effets négatifs de crise. Voilà. Donc l'investisseur qui l'analyse correctement va plutôt avoir un intérêt à aller dans cette entreprise. Donc pour résumer ma pensée et la nuance, je dirais qu'il peut y avoir une frilosité sur le fait qu'on ne connaît pas bien ce secteur et ces entreprises. Voilà. Donc il faut l'analyser. Merci David, c'était très clair. Jean-François Morizieux, en tant que CEO de KLabs, vous qui vivez au sein d'une PME cette problématique, quelle est votre vision de ce sujet ? Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir pour parler. Donc, on est KLabs, l'activité défense de KLabs, c'est minoritaire, mais c'est significatif. Donc c'est vraiment un cas de situation duale. Pour nous, la levée de fonds qu'on avait pu mener en 2019 a été menée par un fonds civil, donc pas du tout défense, a été avec le soutien de Definvest. Donc c'est quelque chose ça n'a pas été un deal breaker, le fait d'avoir une activité défense. Clairement, en fait, il y a frilosité, c'est peut-être un mot un peu trop fort parce que c'est pas réellement irrationnel, mais il y a effectivement de la complexité dans la structuration d'une thèse d'investissement qui doit prendre en compte le fait que le marché défense c'est un marché plus compliqué que d'autres à appréhender. Donc là, je rejoins tout à fait les propos précédents. Et Xavier Lazarus, vous qui êtes à la tête d'un fonds d'investissement dit généraliste, quel est votre point de vue par rapport à cette question ? Pas trop long. Alors, bonjour à tous, et désolé de commencer par un point de vue un peu négatif, mais moi je pense qu'il y a une frilosité réelle et qui n'est pas que de l'ordre de la compréhension. C'est que
Dans notre cas, qui investissons dans des sociétés très jeunes et très technologiques, les freins à l'export, les freins aussi et les demandes d'autorisation pour la liberté du capital et de sa transmission, puisque notre modèle, à un moment ou à un autre, c'est de sortir du capital. Toutes ces considérations-là sont assez complexes à mener et rafraîchissent un peu notre ardeur. D'autant plus que pas mal de nos investisseurs nous demandent d'exclure certains secteurs de notre politique d'investissement, et l'armement en est un. Alors, on parle de défense, mais si on prend une technologie de cybersécurité qui fait de la surveillance et de l'identification, on est très proche de l'attaque et on est très proche de la défense en même temps, donc on pourrait avoir des difficultés. Donc oui, il y a une frilosité. Maintenant, elle n'est pas spécifique à la France. C'est un sujet qui se retrouve dans tous les autres pays, et aux États-Unis, il y a un dynamisme extrêmement fort dans cet investissement-là. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont un marché intérieur qui est très dynamique, avec beaucoup de commandes publiques, beaucoup de commandes des grands donneurs d'ordre. Ils ont aussi des grands partenariats et des sorties, c'est-à-dire qu'il y a la liquidité possible au sein des restrictions, mais parce qu'il y a aussi des grands acheteurs qui payent à leur juste valeur le risque et l'innovation. Et donc du coup, pour finir sur quelque chose de plus positif ici, si on arrive à mettre en place ce cercle vertueux, si on crée ce track record, pour prendre un mot anglo-saxon, la frilosité toute seule va se lever parce que l'exemple montrera qu'on peut y aller. Alors, quand on parle d'entreprise stratégique, on parle rapidement de la problématique de souveraineté. Cette souveraineté, finalement, est-ce un critère qui peut être un atout ou une contrainte pour l'investissement ? Patrick Haufort, quel est votre point de vue ? Alors, je pense que les propos qu'on vient d'entendre sont assez éclairants entre David ou Xavier. Atout pour l'un, contrainte pour l'autre. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est certains paramètres qui vont faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et j'en citerai deux principaux, à mon sens. Le premier, ça va être le taux de dépendance au secteur de la défense, qui va être un paramètre fondamental pour faire de ce critère un catalyseur. Et puis le deuxième, ça va être pour moi le stade de développement de l'entreprise. Je pense que l'effet sera beaucoup plus risqué et critique pour une entreprise au tout début de son stade de développement. Ça peut même, une participation défense trop marquée peut parfois même être toxique. Donc je citerai vraiment ces deux paramètres, taux de développement, taux de dépendance et stade de développement, comme paramètres fondamentaux pour faire du critère défense et souveraineté un atout ou une contrainte. Très bien. Et vous, David Lenoble, en étant au quotidien des PME, quel est votre point de vue par rapport à cette problématique-là de souveraineté ? Alors, la souveraineté, c'est un marqueur fort. C'est-à-dire que dire qu'une entreprise est dans la souveraineté, c'est lui donner, je dirais, une importance ou un coup de projecteur un peu fort sur la dépendance de l'État ou même du pays à cette entreprise. On ne l'affiche pas comme ça, c'est-à-dire que, comme le délégué général Parlement le disait, on a une base industrielle et technologique de défense dans laquelle il y a des entreprises. Ces entreprises-là, dès lors qu'on va considérer qu'elles sont critiques ou stratégiques pour nous, elles vont avoir la garantie d'avoir des commandes en priorité venant du ministère des Armées, et donc avoir une part de marché pas garantie, mais en tout cas significative, et dans la durée, puisque nos marchés sont longs. Donc ça peut être un marqueur intéressant de dire « je suis un sous-traitant ou un fournisseur du ministère des Armées ». Très bien. Et donc, vu cette frilosité qu'on a pu voir aujourd'hui et discuter ensemble, le secteur de la défense se doit donc de générer des financements propres à son écosystème. Il y en existe plusieurs, donc on va aborder à l'occasion de cette table ronde. Et la première peut être ce qui relève de la subvention. Le premier outil de subvention qu'on connaît bien au ministère des Armées et qu'on va pouvoir détailler en ce moment, c'est celui du financement de la R&D, donc la recherche et développement, notamment le dispositif RAPID, qui, je rappelle, est le régime d'appui à l'innovation duale. Aujourd'hui, on estime que c'est le moyen le mieux adapté pour soutenir un projet de R&D à l'aune de certains critères. Le niveau de maturité technologique, ce qu'on appelle le niveau de TRL, le caractère dual du projet ou encore la réponse à un besoin opérationnel. Rapide, aujourd'hui, fête ses 10 ans. La question, c'est de savoir comment ce dispositif s'intègre au plan Action PME et la stratégie globale de soutien aux PME du ministère des Armées et quelle complémentarité il peut y avoir avec des outils comme l'Innovation Defense Lab. David Lenoble, je vous cède de nouveau la parole parce que vous connaissez parfaitement le dispositif Rapide de par votre position. Alors, oui, donc pour répondre à la question du plan Action PME déjà, le plan Action PME, c'est la politique du ministère des Armées en faveur des PME. Ce plan, je ne vais pas le détailler parce qu'il est conséquent. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'ensemble des PME sur le territoire accèdent à la commande du ministère des Armées
Juste 2 chiffres, hein. On a au ministère 26 000 fournisseurs qui vendent en direct, hein, ETI et PME. Pour à peu près 5 milliards. Donc par rapport aux chiffres qui avaient été annoncés par le délégué général pour l'armement, c'est significatif, hein. Donc ce plan vise à communiquer largement et faire en sorte que les entreprises accèdent à nos commandes. C'est aussi de les soutenir, et ça on parle du financement aujourd'hui, dans leur développement pour celles qui sont les plus critiques et stratégiques. Et puis aussi de leur permettre d'innover, puisque comme le disait le délégué en introduction, on a besoin en permanence pour avoir la supériorité opérationnelle d'innovation. Et donc dans ce cadre-là, le dispositif rapide est un peu le vaisseau amiral de l'aide aux PME, hein, puisqu'il a été créé historiquement pour ça. Le P de rapide, c'était PME au départ, hein. Et donc, ça a très bien fonctionné, puisqu'on a eu un bilan significatif, hein, des centaines de projets, et notamment d'entreprises qu'on ne connaissait pas au ministère des Armées. Donc l'idée d'intéresser les entreprises à prendre du risque avec le ministère des Armées a fonctionné de ce côté-là. Et donc, voilà, l'insertion dans le plan Action PME, c'est de faire en sorte que Rapide soit le vaisseau amiral. Et on l'a d'ailleurs complété dans ce plan, le dispositif Rapide, en y intégrant une phase d'expérimentation qui n'était pas prévue historiquement, pour que les projets qui nous soient présentés puissent être expérimentés par les forces opérationnelles. Et c'est tout le rôle de l'Agence de l'innovation de défense qui a été créée avec l'Innovation Défense Lab, qui prend le relais ensuite des projets pour faire des expérimentations. Et Vincent, je crois que nous avons un invité pour illustrer un projet rapide. Oui, effectivement, j'accueille sur ce plateau Jean-Luc Jaffard de la société Prophétie. Jean-Luc, installez-vous. Voilà, on vous a déjà reçu lors d'une table ronde consacrée aux ruptures technologiques, où vous nous avez présenté ce système de rétine artificielle. Mais là, on est là pour parler financement. Vous avez pu développer ce projet grâce à une subvention rapide. Alors, comment est-ce que vous l'avez obtenu? Alors, à la création de Prophétie, en tant que start-up, nous n'étions pas particulièrement au courant des modes de financement à rattacher à la défense, mais très rapidement, la technologie a intéressé des acteurs de la défense, à savoir Thales et Safran, qui nous ont un petit peu, je veux dire, aidé à monter ce dossier. Donc nous avons monté ce dossier et finalement on a drivé ce projet et c'est arrivé à travers des acteurs de la défense, on va dire. Donc une relation très rapide entre le monde de la start-up et le monde d'utilisateurs potentiels de la défense. C'est compliqué à monter comme dossier? C'est assez compliqué, ça prend un petit peu de temps, on va dire. Alors pour une start-up, tout part toujours trop de temps, mais c'est vrai qu'il a fallu quand même un petit peu de temps et de quelques itérations pour arriver à avoir le bon langage et le compréhensible par tout le monde. Alors quelles sont les clés du succès de l'obtention de cette subvention? Comment est-ce qu'on fait pour comment est-ce qu'on l'obtenir? fait? Je crois qu'il faut 2 choses, hein, amener une technologie novatrice et d'avoir dès le départ des acteurs qui perçoivent l'intérêt que peut avoir cette technologie dans le monde particulier de la défense. Voilà, et alors cette subvention, elle vous a permis quoi concrètement? Alors elle nous a permis 2 choses. La première chose, c'est effectivement de très rapidement discuter avec des utilisateurs potentiels réels, okay, qui sont installés dans le long terme sur lequel on peut construire une relation. Donc ça, c'est ce qui nous a permis de spécifier un capteur que vous avez vu hier et de le développer dans un environnement spécifique. Mais la deuxième chose, le financement nous a permis, nous aussi, à développer l'activité et à comprendre pour nos besoins hors défense comment on pouvait utiliser cette application. Donc, on a parlé tout à l'heure d'investigation duale. La dualité, elle marche dans les 2 sens. C'est la technologie, comment est-ce qu'on l'appliquait à la défense, mais le résultat des travaux faits dans le cadre rapide, comment on peut les appliquer au monde du civil. Voilà. Très bien, bah écoutez, merci Jean-Luc Jaffard pour ce témoignage. Merci à vous. Merci. Alors, on l'a vu, la subvention, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. La subvention n'est pas un investissement. La question aujourd'hui, c'est de savoir comment passer l'étape d'après, parce que les startups et les PME n'ont pas tant besoin de subventions que de marché, ce qui suppose donc davantage un accompagnement, aussi bien par les ministères des Armées que par l'investissement. La question se pose aujourd'hui, elle est volontairement un peu provocatrice, Patrick Aufort, c'est Rapide était toujours pertinent ou à bout de souffle, et comment le marché peut venir en complémentarité des subventions? Alors en effet, on ne va pas nier les inconvénients de la subvention, ils sont connus, hein, notamment en termes de propriété intellectuelle, d'absence de chiffre d'affaires, mais il ne faut pas oublier tous les atouts qu'elle comporte. Et pour un dispositif comme Rapide, je citerai notamment son accessibilité. Le dispositif Rapide, c'est l'équivalent d'un appel à projet permanent. Donc on n'est pas à la recherche de la bonne fenêtre de tir par rapport à la thématique de son projet. C'est complètement accessible. Et puis il y a la réactivité.
les projets rapides, en moyenne, sont conventionnés en 5 mois. Donc ça, c'est quand même 2 atouts majeurs qu'on n'apportera pas avec le marché public. Derrière ça, je voudrais quand même donner quelques chiffres pour parler de rapide. Vous avez cité dans votre introduction 10 ans d'existence du dispositif. En 10 ans, c'est 170 projets conventionnés. Donner un autre chiffre, depuis 2015, Rapide, c'est 50 millions d'euros de projets par an. Donc je pense que ces chiffres montrent qu'il y a une attente et montrent qu'on est loin d'un dispositif à bout de souffle. Après, c'est aussi à nous d'adapter le dispositif pour qu'il continue à être pertinent et à apporter une plus-value. On a par exemple, depuis 2 ans, intégré à Rapide un volet expérimentation, de manière à pouvoir porter des projets plus proches des utilisateurs et de contribuer ainsi plus significativement au projet d'accélération de l'innovation de l'Agence d'innovation de défense. Donc on est vraiment loin d'un dispositif à bout de souffle, et à nous de le faire vivre. Ensuite, comme vous l'avez dit, il n'y a pas que la subvention, en effet. Il faut qu'on finance l'innovation par un ensemble de dispositifs et de moyens. Les subventions, les marchés publics, mais aussi des choses plus originales, de l'accompagnement. On a parlé de l'intervention du Defense Lab, par exemple. La confrontation à l'utilisateur, des cas d'usage. En fait, notre objectif, c'est de disposer d'un éventail de moyens et de pouvoir choisir le bon moyen adopté au projet. Donc le bon moyen pour le projet, au bon moment et par rapport au porteur du projet. L'objectif, c'est celui-là, et c'est celui qu'on essaie de porter par le guichet unique de l'Agence de l'innovation de défense, nous permettant de répondre à un projet sélectionné par le dispositif adapté. Merci Patrick pour cette précision. Donc on l'a bien vu, au-delà du dispositif type rapide et le financement par le marché, il y a une nécessité de financement par l'investissement proprement dit. Et on le voit, le ministère des Armées a lancé depuis quelques années une démarche à travers la création de fonds, notamment le premier qui s'est mis en œuvre, c'est le fonds Definvest. David Lenoble, est-ce que vous nous en direz un peu plus sur la genèse de Definvest ? Oui, alors de la même manière que le délégué le disait tout à l'heure, à nouveau en introduction, nous avons une base industrielle et technologique de défense et on parlait du sujet de la frilosité. Cette base a besoin d'être soutenue. Et donc la genèse de Definvest, c'est simple. Quand bien même il y avait une offre d'investissement, il fallait qu'on puisse proposer un dispositif complémentaire qui puisse venir consolider les acteurs là où potentiellement il n'y en avait pas. Et donc l'objectif, ça a été de proposer ce fonds d'investissement pour investir de manière minoritaire dans des entreprises et inciter d'autres investisseurs, notamment du civil, à venir à nos côtés. Ça a été l'objectif principal, donc consolider la base industrielle et dans les entreprises considérées comme critiques ou stratégiques, donc c'est vraiment avec un focus défense dans la sous-traitance ou dans l'innovation fort, et bien leur apporter ce financement, enfin cet investissement. Et donc à sa tête de Definvest, un homme de la DGA chez BPI, Nicolas Berdoux. Nicolas, concrètement, quel est votre rôle en tant qu'expert défense au sein de BPI France et en tant que pilote de Definvest ? Merci François, bonjour à tous. Et bien effectivement, au-delà de mon métier d'investisseur, mon rôle d'expert défense consiste à apporter la connaissance sectorielle défense chez BPI France, qui n'a pas vocation première à travailler dans la défense et arrose effectivement plus largement tout le secteur économique français des entreprises. Et également à faire le lien avec l'écosystème défense, que ce soit effectivement les forces, les directions et services du ministère des Armées, les grands industriels de la défense, les groupements professionnels tels que le J4 et accélérateurs ou incubateurs comme Generate que vous connaissez bien, du J4, ou encore le nouveau accélérateur Blast, piloté par l'ONERA, l'école polytechnique, Starburst Aerospace et la SAD de Saclay. Merci Nicolas. Et est-ce que c'est possible maintenant, en ayant un peu de recul, de faire un petit premier bilan de Definvest depuis sa création ? Oui, écoutez, Definvest aujourd'hui, on en est à 9 participations en un peu plus de 2 ans et demi d'existence. Donc on a investi environ une vingtaine de millions d'euros, ce qui fait un ticket moyen de 2 millions d'euros par entreprise. Donc on a pu démontrer, comme le disait David, que les conditions et l'objectif initial est rempli, puisqu'on a pu aussi bien faire des entreprises critiques de la BITD, tout comme des startups innovantes avec un fort potentiel pour la défense à l'avenir. Et donc on est en ligne avec l'objectif initial de l'enveloppe de 50 millions d'euros à investir sur 6 ans.
Et donc, Madame la ministre a annoncé courant de l'année 2020 que cette enveloppe allait être doublée à 100 millions d'euros pour accroître son action auprès des entreprises qui en ont besoin. Et vous, David Lenoble, en tant qu'homme des PME à la DGA, quel bilan vous pouvez tirer donc, de Definvest pour l'accompagnement de vos PME ? Il rend bien l'objectif. Il faut voir qu'en 2 ans, on a quand même été performant puisqu'on a évalué à peu près 300 dossiers dans ce qu'on appelle le deal flow. Donc il y avait déjà une attente forte et puis on en a déjà investi 9. On en a quand même un certain nombre encore qui sont déjà prêts, qui suivent leur chemin d'investissement. Et donc on a attiré des tours de table, c'est-à-dire qu'on a déclenché l'arrivée d'investisseurs à nos côtés, investisseurs qui sont d'ailleurs, puisqu'on parle de consolidation aussi industrielle, des corporate ventures, c'est-à-dire qu'il y a des financiers, mais il y a aussi des industriels, parce que la BITD, c'est un secteur industriel. Et donc parmi ces 9 entreprises accompagnées par Definvest, il y a K-Labs. Jean-François Morizur, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail comment vous avez été accompagné par Definvest durant cette période ? Bien sûr, merci beaucoup. Avant d'expliquer ça, j'ai besoin de recontextualiser ce que fait K-Labs. K-Labs, on a une deep tech en photonique. Notre pari, c'est d'être les meilleurs au monde sur la gestion de la forme de la lumière. Donc ça peut sembler un peu académique, mais en fait, ça permet d'augmenter le débit des réseaux locaux d'un facteur 1000. Alors c'est déployé en hôpitaux, en universités ou dans des bases militaires. Donc on a de la balle utilisée par les armées françaises depuis 2020. Ça permet d'améliorer des soudures, des découpes, de la fabrication 3D, en mettant en forme les lasers aussi. Permet de traiter le problème de la turbulence quand on a des lasers qui passent dans l'atmosphère pour communiquer. Et on a quelques applications défense, toujours à partir du même cœur technologique, toujours à partir de cette expertise liée à la mise en forme de la lumière. Tu les connais ? Definvest a participé à notre tour de table de 2019. Génial, C'était pas le lead, le lead c'était Supernova, un fonds d'investissement qui est issu du CEA au départ et maintenant très lié au Crédit Agricole. C'était une position plus confortable pour Definvest et le tour aurait pu se faire avec ou sans Definvest, mais vraiment Definvest a solidifié le tour, je pense, pendant la phase d'investissement. Pour nous, en termes d'expérience, on a vraiment eu une impression d'expertise de la DGA et d'indépendance, c'est-à-dire que on a fourni notre deck, on a fourni des éléments techniques et les experts de la DGA ont mouliné les choses et 1 mois plus tard, je crois, on avait un go en disant ok, on peut suivre, on peut y aller. Et c'est vraiment basé sur une expertise technique qu'on a pu avoir ce soutien. Et pendant tout le processus d'investissement, finalement, c'est un soutien qui a été très solide. C'est quand même très précieux parce que le closing d'un deal prend toujours un peu de temps avec des hauts et des bas. Donc vraiment, vraiment solide. Et derrière, après l'investissement, et c'est là où on voit aussi la valeur des investisseurs, c'est vraiment un soutien sans faille depuis fin 2019 de Nicolas et de la BPI en général et aussi de la DGA sur finalement tout ce qu'on peut faire pour solidifier K-Labs et accélérer son développement, toujours dans une logique duale. Développer des choses pour la défense qui servent en dehors et aussi développer des choses en dehors qui servent à la défense. Et les deux marchent comme ça chez nous. Merci Jean-François. Alors après K-Labs, nous allons maintenant découvrir un autre projet qui a été soutenu par Definvest. C'était en 2018. Regardez. The Unseens. Switching off their beacons to become untrackable, threatening security, endangering the environment, compromising safety. Now is the time to open your eyes with Unseen Labs CubeSats Constellation. The dedicated maritime surveillance service based on electromagnetic intelligence. For all boats, including non-cooperative vessels. We trace, you track. Here, there, everywhere. Now you know.
see the unseens. Alors Nicolas, après avoir vu cette vidéo digne d'un blockbuster, pourquoi avoir soutenu ce projet en particulier ? Donc effectivement, la vidéo est assez impressionnante. Et donc, pourquoi Unseen Labs ? Donc la France, c'est parfois un peu méconnu, mais dispose de la deuxième zone économique exclusive mondiale, dans un contexte de tension un petit peu partout dans le globe au niveau maritime. Et donc l'action de l'État en mer, à laquelle contribue principalement la Marine nationale, est une mission stratégique. Et donc Unseen Labs, on l'a vu, propose un service innovant et unique de surveillance maritime qui contribue directement à cette mission stratégique. Très bien, un dernier projet en date soutenu par Definvest. Il s'appelait à l'origine EarthCube, il s'appelle désormais Preligence. On le découvre en images. Preligence, c'est une société éditrice de logiciels qui utilise l'intelligence artificielle au service des armées et du renseignement. Nos clients ont des satellites espions, des drones, des avions pour surveiller tout un tas de sites d'intérêt, des ports, des aéroports, des camps militaires. Notre logiciel permet de traiter 100% des données capturées par ces capteurs pour générer des alertes dès qu'un comportement anormal est détecté. Pour financer la société, on a démarré, comme beaucoup, par des subventions pour financer l'innovation et la recherche et développement. Ces résultats se sont concrétisés en 2017 par une levée de fonds qui nous a permis d'investir sur nos fonds propres pour continuer à croître et remporter des contrats plus significatifs. En novembre 2020, nous faisons une levée de fonds de 20 millions d'euros avec des fonds privés, ACE Management, et également la participation de Definvest aux côtés de nos investisseurs historiques, 360 Capital. Quel est notre objectif? C'est de développer ces algorithmes qui vont être capables de détecter des objets d'intérêt défense. Il y a à peu près 11 000 véhicules sur cette image. Si on demande à des analystes de localiser tous les véhicules, c'est un travail colossal. Avec un algorithme, on peut obtenir ce résultat en plusieurs minutes. Cet algorithme doit être extrêmement fiable. Pour soutenir le développement d'entreprises innovantes, l'État intervient à tous les niveaux de maturité. Au début, on passe souvent par du financement de l'innovation de type projet rapide. Ensuite, derrière, savoir passer des contrats commerciaux. Et quand la confiance commence à être acquise, monter au capital, comme elle le fait aujourd'hui à travers Definvest, est un élément critique. Alors Preligence, un pur player de la défense, une entreprise stratégique et potentiellement une future licorne de la DevTech, c'est tout le mal qu'on leur souhaite en tout cas. Nicolas, Preligence, une évidence pour Definvest ? Oui, ben effectivement, Preligence se présente en pure player défense, comme tu l'as dit François, et a une proposition de valeur unique au monde, je pense, en termes d'analyse d'images satellitaires et de fusion de données multicapteurs de défense. Donc effectivement, dans un domaine aussi critique que le renseignement militaire, ben oui, c'était une évidence pour Definvest de soutenir sa croissance. Alors qui a déjà été belle par le passé, hein, beaucoup de chemin a été parcouru, et bon, il reste encore pas mal de choses à faire avant d'arriver au Graal, comme tu l'as dit, de la licorne, mais je pense que ouais, c'est un candidat très sérieux pour cela. Merci Nicolas. Donc on vient de le voir, l'apport de Definvest pour les startups et les PME stratégiques. La ministre a officiellement annoncé ce matin la création du Fonds Innovation Défense. Elle viendra d'ailleurs en parler à l'issue de cette table ronde. Patrick Hautfort, qu'est-ce qui justifiait la création d'un nouveau fonds en complément de ce que fait Definvest ? Alors, on vient de voir de très belles réussites, bien accompagnées. Néanmoins, nous faisons quand même le constat qu'il y a encore des lacunes résiduelles dans le financement de l'innovation de défense. Et donc, je citerai au moins 3 raisons majeures pour justifier la création du Fonds Innovation Défense. La première, c'est de combler justement une lacune d'investisseurs et de créer un effet d'entraînement. On a parlé de la frilosité pour le secteur de la défense, mais on peut parler aussi, de manière plus large, d'une frilosité pour le secteur de la deep tech. Les investissements dans ce secteur sont importants et le retour sur investissement, il est sur un temps plus long que le court moyen terme. Donc il faut qu'on puisse arriver sur ce secteur et créer l'effet d'entraînement. Une deuxième raison majeure, je dirais, nous donner un outil supplémentaire pour structurer la BITD dans le domaine de ces technologies transversales et la structurer de manière plus efficace qu'en multipliant des marchés où ces entreprises seraient sous-traitantes de maîtres d'œuvre dans différents secteurs.
Donc là, c'est vraiment un outil supplémentaire dont on a besoin. Et puis, la troisième raison majeure que je mettrai en avant, c'est de compléter Definvest. Definvest a été créé pour soutenir les entreprises critiques et stratégiques pour la défense. Dans le secteur des entreprises innovantes et technologiques, on va trouver des entreprises avec des applications parfois lointaines et dont le niveau de criticité est très difficile à appréhender à court terme. Et donc, il nous faut un moyen d'agir vis-à-vis de ces sociétés qui ne sont pas forcément encore considérées comme critiques dans notre BITD. Donc voilà, je pense, vraiment les trois raisons majeures. On pourrait en citer d'autres, mais celles-ci, je pense, sortent vraiment. Alors, le fonds Innovation Défense, comment ça marche? On vous a préparé le mode d'emploi, le voici. Pour innover efficacement, le ministère des Armées doit pouvoir compter sur une base industrielle performante, constituée de grands acteurs nationaux bien connus, mais aussi d'un tissu de PME, TPE et start-up qu'il soutient dans leur croissance. Cette dynamique de développement et d'accompagnement de l'innovation doit être encouragée. C'est pourquoi le ministère des Armées, via l'Agence de l'innovation de défense, a créé le fonds Innovation Défense. Doté de 200 millions d'euros, c'est un outil complémentaire de financement de PME, ETI et start-up françaises qui produisent des technologies à caractère dual, avec des usages à la fois civils et militaires. C'est le cas des technologies de l'information, dont l'intelligence artificielle, mais aussi de celles des domaines de l'énergie, du quantique, des matériaux, de la santé ou encore des composants électroniques. Porté par la Banque publique d'investissement, le Fonds Innovation Défense a pour vocation de réaliser des investissements en capital risque late stage, c'est-à-dire principalement auprès d'entreprises en stade de série B à growth. Les prises de participation se feront de façon minoritaire et le fonds pourra co-investir avec d'autres fonds. Vous êtes intéressé par ce dispositif? Alors vous pouvez contacter directement la Banque publique d'investissement. Donc Definvest, Fonds Innovation Défense, comment ces deux outils se complètent, David Lenoble? En fait, Patrick l'a un peu dit tout à l'heure, la complémentarité déjà, c'est que Definvest est focalisé sur la base industrielle et technologique de défense en place, donc des entreprises qui sont déjà marquées dans notre secteur. Et quand on fait le bilan, on s'aperçoit que même si on a fait 5 dossiers d'innovation et 5 dossiers d'entreprises qui produisent, les dossiers d'innovation étaient en amorçage, en capital risque, avec un potentiel à peu près certain d'être dans la défense. On l'a vu d'ailleurs dans les démonstrations qui étaient faites. Definov, lui, commence, je dirais, à l'inverse, c'est-à-dire le marché civil, le potentiel technologique et l'intérêt pour la défense. Donc il y a cet aspect-là. Et puis les tailles aussi d'acteurs ou d'investissements ne sont pas les mêmes. Mais je crois qu'on va le détailler. Tout à fait. L'idée, c'est, pour résumer, Patrick Aufort, Fonds Innovation Défense, Definvest, quelle différence concrètement? Je parlerai de différence, mais aussi de complémentarité. Hein. C'est vraiment un mot important dans notre stratégie. Donc différence, on l'a vu essentiellement sur les cibles. Definvest a pour but de s'adresser aux entreprises stratégiques et critiques pour la défense, et donc avec toutes les thématiques, en ne laissant aucun secteur de côté. Quand le Fonds Innovation Défense va chercher à accompagner l'innovation, donc s'intéresser aux entreprises disposant de technologies duales, usage à la fois militaire et civil, et donc on va se centrer plutôt sur les secteurs que je citais comme étant la deep tech. Donc pour les citer, mais sans le faire de manière exhaustive, hein, les technologies de l'information, dont l'intelligence artificielle, le quantique, l'énergie, les composants électroniques, la santé, l'humain. Voilà, encore une fois, c'est pas exhaustif. Après, des communalités. Definvest, comme le Fonds Innovation Défense, se veulent des fonds patients. Une stratégie d'investissement sur 6 ans pouvant être prolongée, des participations minoritaires, on l'a dit, il ne faut pas effrayer le secteur, le but c'est de créer un effet d'entraînement. Et puis après, bon, les fonds vont forcément se différencier par leur taille. Definvest sera porté à 100 millions d'euros. Le Fonds Innovation Défense est créé à la base avec 200 millions d'euros d'investissement du ministère des Armées, mais avec la volonté de le porter à 400 millions d'euros par une contribution de BPI France et par le fait de chercher à faire rentrer également des acteurs industriels.
De par ces différences de taille de fonds, les tickets d'entrée sont bien sûr différents entre les deux fonds. On pourra atteindre des tickets d'entrée de 10 millions d'euros sur Definvest après le doublement, quand on pourra aller chercher des tickets de 20 millions d'euros et potentiellement de 40 avec le fonds Innovation Défense. Enfin, pour finir, je mettrai vraiment en avant, encore une fois, la complémentarité entre les deux fonds. Definvest a pour vocation, s'adressant à des entreprises stratégiques de la défense, d'intervenir en capital développement, quand le Fonds Innovation Défense va avoir pour vocation d'accompagner des entreprises en phase de croissance, donc d'intervenir en capital risque sur des stades plutôt avancés, stage B2 Growth, et exceptionnellement les deux fonds s'autorisent à intervenir en amorçage sur des cas particuliers comme l'a cité David tout à l'heure. Voilà. Donc vraiment le message c'est quelques différenciations mais vraiment une stratégie de complémentarité. Ok, donc concrètement, moi François Matins, je suis le PDG d'une start-up ou d'une PME stratégique. Comment puis-je en bénéficier? Nicolas, je vous appelle directement. Écoute, cher François, c'est très simple. Hein. Oui, tu peux tout à fait contacter l'équipe BPI France en charge des deux fonds dont les coordonnées figurent sur le site de BPI France, mais il y a tout un tas effectivement, de moyens d'arriver jusqu'à nous. Bien évidemment, les souscripteurs des DGA et AID avec lesquels on est connecté en permanence, les grands groupes de l'armement, les groupements professionnels comme le J4 que tu connais bien sûr très bien, voilà, donc, ou même votre interlocuteur BPI France au quotidien qui est auprès de chez vous, qui vous suit au quotidien, peut vous mener jusqu'à nous. Donc il n'y a pas vraiment en fait à vous poser la question l'un ou l'autre. Voilà, si vous avez un sujet d'ouverture de capital en lien avec ce qui vous a été présenté, bien, les chemins sont multiples pour arriver jusqu'à nous. Voilà. Très bien. Et vous, Jean-François, un petit retour d'expérience de comment vous avez pu bénéficier de Definvest? Effectivement, nous, c'est Frédéric Montagarde de chez Thales qui nous avait dit vous devriez les solliciter. Donc c'est un des cas qu'a vient de mentionner Nicolas, c'est des groupes, des grands groupes Thales, Safran, etc., qui connaissent en fait ce type de levier. Il a dit vous devriez, dans le cadre de votre levée de fonds, vous devriez appeler. Alors je crois que Frédéric m'avait directement donné le numéro de portable de Nicolas. On le donnera pratique. tout à l'heure. et donc en fait après ça a été extrêmement efficace. Et donc dans notre cas il y avait que Definvest, donc il n'y avait pas de question à choisir entre FID ou Definvest dans ce cadre-là. En parlant de questions, je vous propose de prendre tout de suite une question de nos spectateurs, voilà, avec une réponse rapide parce que nous sommes en retard. Alors, voici la question. Des stratégies d'investissement étranger nuisibles ont été repérées dans certaines entreprises de défense, risquant de porter atteinte à la souveraineté économique et technologique de la France. Est-ce qu'un filtrage des investissements étrangers est mis en place? David Lenoble, peut-être? Oui, de toute façon, c'est la loi. La loi sur les investissements étrangers, effectivement, est là pour s'assurer qu'une prise de participation d'un investisseur étranger soit déclarée, puisque c'est la loi, à la France. Et dès lors qu'il y a des actifs significatifs qui portent atteinte à la souveraineté, notamment dans la défense, mais dans d'autres secteurs, ça peut être le nucléaire, ça peut être les transports, l'État peut exiger un certain nombre d'engagements de la part de l'investisseur, voire même potentiellement le refuser. Très bien. Alors évidemment, il reste plein de questions en suspens. Et puis on se demande également, est-ce qu'il y a d'autres fonds que ceux qui ont été présentés? Et puis pour ceux qui sont financés, quels sont les engagements des entreprises financées? François. Donc on vient de voir les complémentarités entre les différents fonds défense. Là, l'idée, c'est de comprendre quelles peuvent être ces synergies et ces complémentarités entre les fonds défense et également les fonds privés. Ceux mis en place soit par des sociétés gestionnaires privées ou également des fonds par Bercy, par exemple. David Lenoble, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? Alors, oui, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est que nous ne sommes pas majoritaires, et bien au contraire, on souhaite qu'il y ait à nos côtés un certain nombre de fonds. Donc voir arriver de nouvelles offres de fonds, qu'elles soient étatiques en particulier, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va nous permettre d'avoir des co-investisseurs patients, puisque l'intérêt d'un fonds d'État, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est aussi de s'inscrire dans la durée. On n'est pas là pour faire une rentabilité à 5 ans. On est là pour s'engager dans l'accompagnement de l'entreprise. Donc l'idée, c'est qu'on travaille conjointement ensemble.
Et vous, Nicolas, peut-être en complément avec la vision d'Ef-Invest par rapport à ces complémentarités et synergies avec d'autres fonds? Oui, vous avez aussi mentionné le fonds, le dispositif French Tech Souveraineté là, de Bercy et du PIA qui effectivement adresse la souveraineté et donc effectivement la souveraineté n'est pas uniquement défense, elle peut être économique, énergétique. Donc bien évidemment il y a de la place, il y a également des besoins autour du secteur de la défense et donc la synergie avec ces fonds-là se fera naturellement puisque la gestion est du côté de BPI France et donc se fera en bonne entente. Et comme l'a dit effectivement David, il est nécessaire de co-investir avec les acteurs et les fonds privés qui sont essentiels puisque ne serait-ce que pour démontrer qu'on agit bien et qu'on fait des deals dans les conditions de la place. Donc les fonds étatiques, c'est une partie de la solution, c'est une belle avancée, mais ils ne suffisent pas. Il faut également s'appuyer donc sur ces fonds privés qui peuvent être un puissant levier d'investissement et une préparation de l'avenir. Du coup, la question se pose, comment intéresser davantage ces investisseurs privés? Et Xavier Lazarus, là, vous avez quelques éléments à nous donner. Alors effectivement, les fonds privés ont un modèle assez simple. Dans le cas d'Elaya, on a une stratégie. La stratégie, c'est d'investir tôt, entre l'amorçage et la série B, dans des sociétés à forte composante technologique, y compris Deep Tech, principalement dans le numérique, mais pas que, et dans l'idée d'avoir des sociétés à forte projection internationale et à fort développement. Une fois qu'on a posé cette stratégie, il y a des mots-clés qui ressortent, qui ont été cités, donc la cybersécurité, le quantique, l'intelligence artificielle, qui sont communs. Et on va analyser chaque opportunité sur la base juste du couple risque-rendement pour décider d'investir. Donc, si on se met dans une société qui touche à la défense, si la défense offre un dérisquage du décollage de vente parce que le secteur de la défense est un premier client très actif. Et si on a des belles perspectives de rendement à la sortie parce qu'on a une activité d'acquisition ou d'introduction en bourse qui est convaincante sur le sujet, donc si ce couple risque-rendement est attractif, l'argent privé va arriver très naturellement. Donc il faut travailler sur ces axes-là. J'ai donc ici deux recommandations, c'est que historiquement, on n'est pas toujours très bon dans notre pays sur les deux points suivants, il faudra les améliorer. C'est qu'on a donné beaucoup plus de subventions qu'acheter des produits. Donc ça a été cité, je pense, un axe fondamental. Les Américains ne subventionnent pas, ils achètent. Ils achètent peut-être à fond perdu, mais ils achètent. Et la deuxième chose aussi importante, c'est qu'il y a un rapport à changer entre la start-up et le grand groupe qui doit établir un partenariat dans lequel en fait, la réussite de la start-up et la réussite du grand groupe doivent être alignées, alors qu'aujourd'hui on est beaucoup dans une relation plutôt de client-fournisseur et de maintien du fournisseur à sa place dans la relation, et ça il faudra aussi que ça change. Je remets ma casquette de patron d'une start-up ou d'une PME. J'ai Def-Invest ou Fonds Innovation Défense dans mon capital. Est-ce que ça peut être potentiellement un frein pour mon autonomie d'action? Est-ce que une sorte de prison dorée d'avoir Def-Invest ou Fonds Innovation Défense au sein de mon capital? Nicolas? Alors, pas du tout, cher François. Tu pourras venir nous voir bien volontiers parce que, en fait, on n'est pas là du tout pour rajouter des contraintes. David l'a cité tout à l'heure, il y a la loi française qui est là pour ça. Donc, Def-Invest et le Fonds Innovation Défense ne vont pas rajouter de conditions supplémentaires. Au contraire, même avec la connaissance sectorielle qu'on apporte, on est là aussi pour fluidifier le lien entre l'entreprise, les besoins des financiers qu'on a rappelé Xavier et les sorties qui concernent donc la sortie et la loi française propre à ce secteur. Donc pas du tout, on n'est pas là, on est bien aux conditions de place et donc mes camarades investisseurs qui ont investi avec Def-Invest pourront en témoigner. On a exactement les mêmes pactes qu'eux, les mêmes conditions. On est là pour faire un effet de levier d'entraînement et pas pour bloquer le système et les entreprises. Et justement, cet effet de levier, Patrick Aufort, est-ce que vous pouvez un peu préciser quelle est l'ambition derrière? Justement, comme le but justement c'est de rompre cette frilosité pour le secteur et donc d'attirer d'autres partenaires, cet effet de levier, si on veut le réussir, il va falloir justement qu'on sécurise et donc il est inenvisageable pour moi de bloquer quoi que ce soit et notamment les conditions de sortie. On ferait fuir ces co-investisseurs. Et justement, vous avez abordé le sujet. L'entrée au capital, c'est très bien, mais un des sujets majeurs, c'est l'exit. Aujourd'hui, comment vous anticipez, comment vous préparez cette fin d'accompagnement? Alors, le but étant d'accompagner des entreprises avec l'idée qu'on les a bien identifiées comme devenant dans le futur critiques
pour la défense nationale. L'objectif sera de se comporter justement en investisseur, à viser en investisseur concerné et de préparer le plus en amont possible cette sortie, de manière à ce que l'entreprise et la techno restent dans l'écosystème et avec la solution la plus optimale pour qu'elle reste accessible à la défense nationale, très simplement. Donc mon mot-clé, c'est anticipation et maintien de l'accessibilité de la techno pour la défense. Et donc vous, justement, Jean-François, comment vous préparez cette prochaine sortie de votre accompagnant par Definvest? Pour KaiLabs, en fait, KaiLabs travaillait pour beaucoup d'entreprises en photonique. KaiLabs travaillait pour la défense avant l'arrivée de Definvest au capital. Grosso modo, probablement continuera à le faire après. On avait défini un cap éthique sur ce que faisait KaiLabs, les sujets qu'on allait traiter dans les sujets défense et les sujets qu'on ne traiterait pas. On continue sur cette ligne-là. Ça nous donne notre cap de croissance. Et effectivement, après, c'est une question de gestion en fait, de l'actionnaire Definvest au capital dans l'anticipation. Mais je rejoins tout à fait l'aspect anticipation, ça se discute et ça se discute en amont. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Xavier, sur cette préparation de la sortie? Alors oui, la sortie, en fait, on peut la voir simplement comme étant la fin d'un projet et l'optimisation. Ce n'est pas exactement aussi simple puisque c'est aussi le début d'un autre projet. Et que pour qu'une sortie soit belle, il faut que la suite soit attractive pour les gens qui restent, et principalement les entrepreneurs et aussi les acquéreurs. Donc on est à la recherche d'un compromis, entre solder le passé et préparer l'avenir. Alors attention à un point, on est aussi lié à l'État, les fonds d'investissement, mais cette fois-ci à un autre service qui est celui du régulateur, de l'AMF, qui nous demande de ne travailler que dans l'intérêt des porteurs de parts de nos fonds. Donc l'intérêt national n'est pas ici sur la table puisqu'on doit travailler uniquement dans l'intérêt de nos porteurs de parts. Ceci étant dit, on a tous des limites éthiques personnelles et l'argent n'a pas toujours une absence d'odeur, malgré le proverbe. Et en général, les entrepreneurs qu'on finance, eux-mêmes ont des grandes limites et des grandes volontés de poursuivre ça positivement. Donc en général, on trouve un compromis assez facilement entre solder le passé et préparer le futur, mais c'est un travail effectivement de longue haleine. Eh bien voilà François, il est temps de passer au fameux hashtag de nos intervenants pour conclure. Tout à fait, donc on l'a vu, les financements existent et on avons essayé de comprendre un peu plus à travers ces échanges comment cela fonctionnait. Si on pouvait retenir un seul mot-clé, une sorte de hashtag, je vais vous proposer chacun de montrer un peu le mot que vous retenez de cette table ronde et on commence par vous, Xavier, pour présenter votre mot-clé. Alors mon hashtag, c'est défense égale innovation. La défense a créé des grandes innovations, et notamment par exemple l'Internet pendant c'était qu'une. Donc il n'y a qu'une raison qu'on ne trouve pas de nouvelles idées et qu'on ne puisse pas investir dans des innovations issues et liées à la défense. Jean-François? Mon hashtag, c'est soutien, parce qu'en fait, on a bénéficié d'un soutien fort opérationnel de Definvest, et on l'apprécie beaucoup. Nicolas? Alors moi, mon hashtag fait un peu écho à ce que vient de dire Jean-François, c'est oser entreprendre, oser créer, oser innover et oser venir demander le soutien des acteurs publics qui existent, qui sont là, la DGA, l'AID, les BPI France, qui ont des dispositifs, qui ne peuvent pas toujours tout faire, mais en tout cas qui, je pense, sont toujours de bons conseils pour vous aider. Patrick? Eh bien, optimisme. Nous avons un écosystème créatif, dynamique. Nous avons une prise de conscience, une volonté d'agir et des moyens pour ça, donc optimisme. Et enfin, David? Alors pour moi, c'est hashtag Action PME, puisque le ministère des Armées agit au quotidien pour les PME et les ETI à travers une politique et des accompagnements concrets. D'ailleurs, tout est sur le site du ministère des Armées, puisqu'il y a les points de contact utiles pour agir à nos côtés. Eh bien, merci à toutes et à tous pour votre participation à cette table ronde. On vous laisse avec l'œil candide de notre animateur. D'ailleurs, David, quel est votre mot-clé ? Alors, ce ne sera pas un mot-clé, mais une phrase. Déjà, je vous remercie tous les 5 pour cette table ronde. La phrase, c'est la phrase fameuse du général de Gaulle. On connaissait sa phrase qui disait « Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche ». Eh bien, je crois qu'on pourrait dire à l'issue de cette table ronde que des chercheurs qui cherchent et qui trouvent, non seulement on en trouve, mais on les finance. Voilà. Pour conclure cette table ronde sur l'importance du financement, je laisse la parole à Madame la ministre des Armées, Florence Parly. Merci beaucoup. C'est à moi qu'il revient de clore cette table ronde, cette riche table ronde, devrais-je dire, sur les investissements de défense. Pour ce qui me concerne, je crois que s'engager dans l'innovation de défense, c'est forcément la soutenir aussi financièrement et le faire à la hauteur des enjeux.
Et je vous rejoins tout juste après avoir signé, il y a quelques instants, l'acte de naissance du Fonds Innovation Défense avec le directeur général de BPI France, Nicolas Dufourcq. La création de ce fonds d'investissement marque une nouvelle étape majeure dans notre politique de soutien à l'innovation. Parallèlement au fonds Definvest, dont l'objectif est d'accompagner les PME françaises dont le savoir-faire et les technologies stratégiques sont essentielles pour notre chaîne de sous-traitance, eh bien, le fonds Innovation Défense financera et soutiendra dans leur phase de croissance des entreprises innovantes qui développent des technologies duales, c'est-à-dire civiles ou militaires. Ce fonds, il agira en complément avec le fonds French Tech Souveraineté qui a été annoncé par le ministère de l'Économie et des Finances et nous nous sommes d'ailleurs entendus pour mettre en place une co-gouvernance de ces deux fonds. Alors, le ministère des Armées financera le fonds Innovation Défense à hauteur de 200 millions d'euros pendant une période de 6 ans. Et ce que je voulais vous annoncer également, c'est que ce fonds pourra être doté de 400 millions d'euros en tout, ce qui permet aux industriels intéressés de participer facilement et rapidement au financement de ce fonds. Nous sommes en discussion avec plusieurs d'entre eux pour abonder ce fonds au service de notre souveraineté future. Car les PME innovantes ne profitent pas uniquement au ministère des Armées, elles sont aussi une ressource de savoir-faire qui bénéficie au poids lourd de la base industrielle et technologique de défense. En tant que garant de cette souveraineté et premier acheteur de l'État, le ministère des Armées se doit de développer des relations durables et équilibrées avec les 26 000 PME et ETI qui sont ses fournisseurs directs et plus largement avec l'ensemble des entreprises qui sont en lien direct ou indirect avec notre ministère dans un esprit de confiance partagée. Car dans un contexte stratégique qui est durablement dégradé et imprévisible, les PME et les ETI disposent d'atouts considérables en matière de réactivité et de créativité. Elles favorisent l'émergence rapide de solutions innovantes qui permettent de satisfaire les besoins très évolutifs de nos armées. Réactives, inventives, créatives, nos PME sont une promesse sans cesse renouvelée pour nos armées. Elles sont des composantes essentielles de notre base industrielle et technologique de défense et elles sont aussi des leviers de compétitivité et de performance économique pour notre ministère. Elles sont indispensables à la production des matériels nécessaires aux forces armées. Plusieurs d'entre elles sont jugées critiques et quand je dis plusieurs, c'est en réalité plusieurs centaines d'entre elles. Et ces PME innovent autant, voire même plus, que les grands groupes et avec probablement plus de prise de risque. Et c'est donc pour l'ensemble de ces raisons que j'ai lancé, il y a 3 ans, une politique de soutien aux PME et aux ETI au travers d'actions PME, dans le but notamment de faciliter leur accès au marché du ministère des Armées. Alors depuis, je voudrais le souligner car c'est une grande performance, eh bien, nous avons réduit les délais de paiement de l'ordre de plusieurs jours, puisque aujourd'hui, le ministère des Armées paye en 18 jours. C'est une performance absolument, je crois, remarquable, et ceci a d'autant plus de valeur lorsque nous sommes en période de crise et que la question de la préservation de la trésorerie de ces entreprises est absolument centrale. Et pour donner un ordre de grandeur, en 2019, qui est la dernière année connue complète, le ministère des Armées aura réalisé 5 milliards de paiements directs à destination des PME et des ETI. Alors au-delà de son investissement financier, le ministère des Armées mobilise également l'expertise de ses agents pour épauler les entreprises stratégiques et c'est d'autant plus important en cette période de crise économique de grande ampleur. Nos PME s'engagent à nos côtés, au service de notre supériorité opérationnelle et de notre souveraineté industrielle. Notre devoir, c'est donc de les soutenir, de les faire grandir, de les accompagner dans les difficultés et de ne jamais les laisser tomber. Et je voudrais donc revenir sur ce qui a été réalisé pour les accompagner dans le cadre de la crise sanitaire que nous connaissons. Depuis le mois de mai 2020, un dispositif de crise, nous avons appelé la Task Force BITD,
a mobilisé plus d'une centaine de personnes, essentiellement de la DGA, afin de prendre le pouls des entreprises majeures de la BITD et de mettre en place des mesures spécifiques de soutien lorsque la situation l'exigeait. À ce titre, 80 agents en région, pendant plusieurs mois, et ceci malgré les contraintes sanitaires, sont allés au contact de plus de 1200 entreprises pour évaluer chaque situation. Les différents retours des dirigeants indiquent que cette démarche a été très appréciée. La task force a ainsi accompagné à ce jour plus de 130 entreprises en mettant en place pour chacune d'entre elles des solutions adaptées. Quelques exemples, des aides à l'obtention de prêts, de l'accélération de paiement, l'attribution accélérée de subventions rapides, qui est notre régime d'appui pour l'innovation duale, mais aussi l'anticipation des commandes du ministère, et ceci en pleine collaboration avec les grands industriels de l'armement, sans lesquels ce dispositif n'aurait pas eu la même portée. À compter de janvier, cette task force évoluera vers un dispositif plus ancré dans la durée, afin de tenir compte des impacts de la crise, et nous maintiendrons bien sûr cette supervision étroite des entreprises stratégiques afin d'anticiper les défaillances. Nos entreprises de défense sont essentielles à la conduite de nos opérations. Je m'emploierai à les protéger, et ce, quel qu'en soit le prix. Les efforts que nous portons en faveur de nos industries de défense se répercuteront dans l'économie française tout entière. Et je finirai donc par ce chiffre. 1 euro investi dans les industries de défense, c'est in fine, au bout de 10 ans, 2 euros de croissance économique pour notre pays. Merci de votre attention.